L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Fidèle ami internaute à ce programme télé sur ESAE TV ce dimanche, je suis en compagnie d'Epiphane Kenom, enseignant-chercheur, agro-sociologue, formateur méthodologue, plusieurs fois élu député à l'Assemblée nationale. Il a été plusieurs fois président de commission technique au Parlement. Il a été superviseur général de la liste électorale permanente informatisée LEPI. Il a été également coordonnateur général du COS LEPI, plusieurs fois membre de la commission électorale nationale autonome Sénat. Il est ancien préfet des départements de l'Atlantique et du littoral. Bonjour à vous, Epiphane Kenom. Bonjour, cher ami Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation. De me permettre de discuter un peu avec les internautes. Merci. Avec vous, ce jour, on va échanger autour des défis qu'impose le code électoral voté et promulgué, les défis qui sont imposés, que ce code-là impose à la classe politique. Alors, d'entrée de jeu, pour ne pas perdre du temps, ce code électoral qui a été voté et promulgué par le chef de l'État lundi dernier, quelle est votre opinion sur les dispositions introduites? Est-ce une avancée pour vous ou un recul? Et à mon niveau, et ayant vu tous les codes ou toutes les lois électorales qui ont présidé aux différentes élections depuis l'avènement du renouveau démocratique et jusqu'à la date du 5 mars ou bien du 15 novembre où la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 avait été à inaugurer le nouveau code électoral, je peux dire que la loi a évolué. La loi a évolué positivement. La loi a évolué pour corriger toutes les tares que nous avions eu à recenser, que nous avions eu à vivre, qui ont créé des successions de crises dans le domaine, n'est-ce pas, des compétitions électorales. Et le nouveau code électoral, la loi numéro 2014-13 du 5 mars 2024, modifiant et complétant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019, a innové encore dans le sens de l'amélioration de la loi électorale, du code électoral, dans le sens, n'est-ce pas, de la correction de ce code électoral pour permettre à nos systèmes politiques de s'améliorer davantage. Comment s'améliorer? Vous savez, quand nous voyons certaines dispositions du code, on peut déjà dire que en exigeant aux partis un pourcentage de 10 ou de 15% pour avoir l'envergure, pour justifier de leur envergure nationale, c'est une nouveauté. Et je pense que c'est un avantage. Et
tous les partis ils doivent travailler à ce que on reconnaisse leur parti ou que leur parti atteigne une envergure nationale. Le seuil est fixé. En dessous de ce seuil... Est-ce que ce seuil qui est fixé, selon vous, n'est pas trop? Non. Est-ce qu'il n'est pas un peu exagéré? Par rapport à qui? Et par rapport à quoi? En Parce dehors, que pour que... en dehors des partis politiques qui soutiennent le chef de l'État, beaucoup de partis politiques exigent et quémandent que ce code électoral soit revu au rabais. Et ce seuil du partage des sièges soit revu au rabais. Mais ce que je voudrais dire à mon cher ami Abdelkader, si cela vaut pour les partis d'opposition, ça vaut également pour les partis de la majorité. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'alchimie. Lorsqu'on est au pouvoir, on a quand même une facilité. Non, il n'y a pas de facilité. Si les institutions de gestion des élections et si le groupe de l'opposition prend ces mesures, puisqu'on a dit même dans le code, il y a le contrôle populaire. Donc, on a laissé même la possibilité à la population de regarder, de contrôler. Donc, moi je dis que en prenant la loi, chacun sait où est-ce qu'il sera frappé. Donc, la chicotte ou la corde, eh bien, n'est pas fait seulement pour la majorité présidentielle et le faire pour, n'est-ce pas, la minorité, ou comme l'appellent les opposants. C'est une loi, la loi est générale. Alors donc, ce qu'on dit dans cette loi-là, ce n'est pas le fait de créer une boutique ou d'ouvrir une boutique à Cotonou que votre boutique a nécessairement la popularité nationale. Vous devez avoir des succursales à Toukountouna, des succursales à Materi, vous devez avoir des succursales à Kandi. Mais lorsque vous prenez le code là, en général, quels sont les défis que cela impose à la classe politique? Parce que vous avez dit tout à l'heure que personne n'est épargné. La première des choses, il y a que le code électoral appelle tous les partis à la mobilisation des citoyens, voire des électeurs. Donc, il faut que les partis travaillent à conquérir les citoyens. Et conquérir les citoyens amène absolument les partis à avoir des projets de société attrayants qui collent aux réalités sociologiques, économiques et politiques des citoyens et des électeurs. Il faut donc des projets de société dans lesquels se retrouvent nos populations et non des projets de société idéalistes, irréalistes, dans lesquels les populations ne se retrouvent pas. Je dirais, ce défi-là appelle même à ce que les partis politiques fassent du down-top et non du top-down. Ça veut dire qu'il faut que les partis politiques aillent puiser dans les besoins des populations, des besoins exprimés par les populations pour monter leur projet de société. Sinon, un parti politique dira, je ferai, n'est-ce pas, des puits partout. Or, dans cette communauté-là, ce n'est pas les puits qui constituent leur problème. La plupart de nos gouvernements en Afrique ont toujours fait du top-down. Du top-down. Ça veut dire les projets sont montés en haut, c'est ce que les gouvernants veulent faire, et puis quand ils font ça partout, et ça ne marche pas. On a vu dans une société où les gouvernants sont allés, c'est en Inde, ils ont mis des puits partout, alors que les populations là préféraient aller chercher l'eau du bas-fond. Ils disent que cette eau est bien fraîche et douce. Les puits qui ont été forés, les populations n'allaient pas. Mais pourquoi? Vous trouvez ça logique? Oui, totalement. Totalement. Moi, je l'ai vécu à Kandi. Je l'ai vécu à Kandi, où il y a des puits. Les populations disaient que l'eau qui sort, n'est-ce pas, de ces forages est trop chaude, qu'on ne peut pas boire.
Et ils continuaient d'aller faire les forages dans les bas-fonds pour recueillir de l'eau. Et ils ont les moyens. Ils sont exposés à des maladies? Ils ont les moyens pour faire leur filtrage et ils boivent. Bref. Alors, ça, c'est un défi. Oui. Le second, c'est que, au-delà de la popularité, au-delà de la mobilisation, il faut que les partis politiques puissent capter beaucoup d'électeurs. Ça fait une chose différente. Vous pouvez, dans le Bénin, avoir tout ce que vous voulez, mais à Cotonou, à Malanville, à Tanguieta, ce sont des circoncisions. Il faut que vous puissiez avoir une belle attraction pour obtenir effectivement 20% si vous observez ou bien si vous voudriez obtenir, n'est-ce pas, les 20% pour aller au partage, n'est-ce pas, des sièges dans cette circonscription. Un autre défi, c'est la stabilisation des partis politiques. C'est un défi auquel les partis politiques doivent travailler. Et c'est ce que veut la loi. En allant vers l'obligation faite aux députés et maires de ne voter, de ne donner le parrainage qu'aux candidats ou membres de leur parti, aux candidats choisis par leur parti. Ou ceux en accord de gouvernance avec leur formation politique. Ou alors, ceux avec qui le parti politique a fait un accord de gouvernance. Ça veut dire que les députés ne peuvent plus transiger. Et ça, vous l'appréciez? Vous qui avez été député, vous appréciez cette disposition? C'est la meilleure des dispositions. Pour vous ne pensez pas que le parrainage devait être libre? Non. Parce que, vous voyez, c'est un habit de langage que de dire le député est libre, le député est libre. Le député n'est jamais libre. Le député appartient à faire son adhésion à un parti politique. À partir du moment où vous avez engagé votre liberté à travers une adhésion à un parti, vous n'êtes plus libre. Est-ce que c'est à moi, Epiphane Kouénome, que les électeurs ont voté ou bien ils ont voté pour le parti Renaissance du Bénin? C'est vrai que mon aura s'ajoute, mais la loi n'a pas dit la candidature à la députation, la candidature des élections législatives est institut personnel. Donc, je n'ai pas de mandat exclusif. Mon mandat, j'ai un mandat indirect, un mandat accordé à mon parti, et le parti m'a fait porter ce mandat-là. Et pourquoi quand j'arrive maintenant à l'Assemblée nationale, je dis non, je suis libre? Tu n'es pas libre. Donc, le défi de la stabilisation des partis politiques, c'est que quand vous êtes député et que vous êtes parti sur cette liste-là, vous avez engagé déjà votre liberté. Nous allons vous aider. La loi veut vous aider. Le législateur veut vous aider à rester dans vos bottes jusqu'à la fin de vos mandats. Pourquoi ne pas alors retirer le parrainage carrément aux élus et les confier directement aux partis politiques? Je pense qu'on va faire cet essai. D'abord, faisons cet essai. Tu vois, parce que c'est une confiance faite aux élus. Que leur parti leur demande, eh bien, parrainer tel candidat. Et vous le faites. Ce n'est pas aussi mauvais que de faire confiance aux élus. Alors, Epiphane Kouénome, vous êtes un acteur politique averti. Votre parcours emblématique le dit si bien. Alors, pourquoi, depuis avril 2016, les promoteurs des réformes du système partisan et autres souhaitent ardemment que le prochain président ou les prochains présidents soient issus d'un parti politique ou peut-être soient adulés par un parti politique? Quel en est l'intérêt selon vous lorsque le candidat à une présidentielle vient d'un parti politique et qu'il est élu? C'est l'autre défi. Mais quel est l'intérêt selon vous que le président provienne d'un parti politique? Oui, je dis que c'est l'autre défi auquel les partis politiques doivent travailler. Vous savez, la gestion d'une nation ne peut pas incomber à un individu. La destinée de
plusieurs millions de citoyens ne peut pas être tout simplement laissé dans la main d'un individu. Nous, la Constitution a confié l'animation de la vie politique aux partis politiques. Donc ça veut dire que c'est les partis politiques qui portent la responsabilité de la gestion politique du pays. Ils doivent jouer leur rôle jusqu'au bout. C'est pour cela que c'est les partis politiques qui doivent élaborer les projets de société avec lesquels ils iront à la conquête du pouvoir législatif comme du pouvoir présidentiel. Mais lorsque c'est un individu qui est venu avec ses dollars, avec ses écus, il vient et comme si bien on sait que tous les Béninois sont, n'est-ce pas, disposés à l'argent, prédisposés à l'argent, on achète les consciences et puis on est élu. Maintenant, lorsqu'on a géré ou qu'on a mal géré là, avec Adèle, mais à qui vous faites le compte? Et la réduction des comptes, à qui vous le faites? Donc, l'individu, à la fin, il peut prendre ses clics et claques et s'exiler en Amérique, aux États-Unis ou en France pour aller continuer sa belle vie là-bas. Mais c'est le parti. C'est pourquoi nous disons, demain, là, il faut que ce soit les partis politiques. Mais si le parti politique, je dis par exemple une autre bêtise, si le parti politique propose comme candidat un de ses membres fondateurs ou de ses membres qui devient président de la République, est-ce que ce dernier, par le truchement d'une majorité, ne peut pas également affaiblir encore ces partis politiques? Non, je pense que les dispositions qui sont aujourd'hui dans la Constitution et les dispositions qui sont dans le Code électoral ne permettent plus à ce que, parce que devenu président, il se considère plus fort et qu'il peut détruire même son parti, aller créer un autre parti, c'est plus possible. Vous pensez? C'est plus possible. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau donné. Demain, nous allons passer à une autre étape. Ce serait peut-être l'étape des primaires, comme cela se passe, n'est-ce pas, aux États-Unis, que nous allons organiser des primaires. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas totalement mûrs encore pour pouvoir organiser des primaires au sein des formations politiques avant de désigner nos candidats. Mais on peut dire que c'est des primaires indirectes. C'est le parti qui va vous investir. Si c'est le parti qui va vous investir, Louis est candidat à la candidature, je suis candidat à la candidature, Paul est candidat à la candidature, eh bien, le plus haut staff du parti va examiner ses candidatures, va voir vos chances potentielles, va voir vos moyens et va décider. Mais quand il va décider, la haute structure reviendra peut-être vers un conseil national ou bien vers un bureau politique pour dire, voilà les candidatures que j'ai reçues, je mets aux voix. Donc c'est indirect. Voilà maintenant. Alors, donc, si on met aux voix, les trois qui sont retenus sur la dizaine ou bien sur la vingtaine qui étaient des aspirants à la candidature, eh bien, on va voir les voix qu'on a recueillies pour chacun des candidats et on dira, c'est elle qui est sortie, c'est au vu et au su de tout le monde, donc, et participants ou bien membres, n'est-ce pas, du Conseil national ou membres du bureau politique. Et là, à partir de ce moment où, n'est-ce pas, le Conseil national ou le bureau politique s'est prononcé, il devient le candidat du dernier militant du parti. Et ce militant doit apprendre, doit, n'est-ce pas, s'adapter aux règles de bonne conduite. En tant que militant, c'est cela. Le parti a choisi, c'est ça qu'on doit faire. Alors, est-ce qu'avec toute cette disposition qui sont introduites aujourd'hui en vue de permettre au parti de gérer le pays avec homogénéité, est-ce que vous ne voyez pas que vous rendez très fort, très puissant les dirigeants des différentes formations politiques désormais? Bon, puisque vous savez, nous sommes ce sont les plus grands décideurs. Oui, nous sommes dans un régime présidentialiste. C'est parce que nous connaissons notre pays et nous savons que nous avons coutume d'être un peu désordonnés, etc. Alors, il faut rendre les organes ou les institutions fortes. Donc, les partis, aujourd'hui, ne sont plus des partis de personnes. Hein. C'est des partis nationaux. Ce n'est plus comme à l'ancien temps
on dit c'est l'ARB, c'est le parti du président Soglo, le PRD, c'est le parti de Maître Humbedi Adrien, et le PSD, non, c'est parti. Vous avez vu, ils ont quitté, n'est-ce pas? Tout le monde a fondu. Politique. Tout le monde a fondu. Donc aujourd'hui, on est là et on vote. On s'en va vers là. Nous sommes d'accord, on s'en va vers là. Eh bien, ce sont les membres des structures fêtières qui vont voter pour le président à même de diriger le parti entre plusieurs candidatures qui ont été proposées. Nous sommes sur le chemin. Tout comme je vous l'ai dit tantôt, nous quitterons la désignation indirecte, des candidats pour venir à la désignation, bien aux élections primaires au niveau de chaque parti pour pouvoir trouver le meilleur candidat qui portera le flambeau du parti. Alors, lorsqu'on parle de cela, on parle des dirigeants des partis politiques que ces différentes dispositions renforcent. Le système politique désormais, avec ce nouveau code électoral, quelles sont les implications? Je souhaite que vous reveniez un peu sur votre question. Alors, nous voyons ce code électoral qui a été voté, quel est l'avenir désormais, je le dis directement alors, quel est l'avenir désormais des autres formations politiques qui ne sont pas au Parlement et qui ont longtemps souhaité que la disposition de 10% avant soit au moins ramenée à 5%? Vous voyez, ce sont les nostalgiques du passé. Nous disons... Les nostalgiques du passé, mais ils sont des partis qui existent. Quand vous voyez la plupart des autres partis politiques, vous savez, ils sont toute une dizaine qui existent aujourd'hui, qui ont une existence légale. S'ils ont pu exister, c'est parce qu'ils existent pour conquérir le pouvoir d'État et l'exercer. Ça, c'est une logique primitive. Demain, cher ami Abdelkader, vous pouvez créer un parti. En respectant tout simplement les conditions qui sont fixées donc par la loi portant création des partis politiques. C'est très facile. Que vous ayez une dizaine de membres par commune. Vous trouvez que c'est si facile? C'est si facile, je connais. Vous savez que je suis quand même promoteur, je ne dirais pas promoteur, j'ai été créateur et dirigeant, n'est-ce pas, d'un parti politique. 10 personnes par commune, vous les trouverez. Il vous suffit d'abord tout simplement de vous faire entourer par des gens bien sélectionnés, que vous connaissez leurs horizons et que chacun va à la conquête, n'est-ce pas, de 10 personnes dans sa commune. Eh bien, vous trouverez les 10 personnes, vous allez créer votre parti. Alors, c'est plus ce que nous voulons ça. Ce que nous voulons aujourd'hui, nous voulons avoir des partis représentatifs, des partis d'envergure nationale et représentatifs. Alors, maintenant, ceux qui disent, moi je veux continuer d'être président de parti, ils sont libres à eux d'être président de parti. Mais si votre parti n'est pas représentatif, si votre parti n'a pas d'envergure nationale, vous pouvez essayer de dire, j'ai des représentants, n'est-ce pas, dans la Takora, j'ai des représentants dans le Borgou Alibori, mais cela ne suffit peut-être pas pour que vous ayez les 15% pour justifier, n'est-ce pas, de votre envergure nationale. Donc, qu'est-ce que la loi fait? La loi contraint tout le monde. Vous savez, ceux qui parlent que de loi d'exclusion, ils ont tort. Justement, quelqu'un va répondre à cela. Non, je te réponds. Oui. Toute loi a toujours été une loi d'exclusion. Toute loi, c'est moi qui te dis, toute loi a été toujours une loi d'exclusion. Je te donne un exemple. Lorsque la loi électorale ou le code électoral, il y a quelques années, disait que les députés, pour être député, vous devez payer, le cautionnement à payer est d'1 million ou d'1,5 million. 2, si vous voulez être candidat à la candidature présidentielle, eh bien, vous devez payer 500 millions de cautionnement. Tout le monde est d'accord, non? Mais c'est une loi qui exclut les plus petits. Ça m'exclut moi, par exemple. Parce que je n'ai pas 500 millions à payer pour être candidat à la présidentielle. Ça ne m'exclut pas lorsqu'il s'agit de ce que je sois candidat à la députation. Mais ça t'exclut, Abdelkader, parce qu'il te faut trouver 1,5 million pour payer ton cautionnement. Ça exclut mon petit frère qui est au village.
c'est exclure mon cousin qui se trouve, n'est-ce pas, en Garadebout. Donc, toute loi a été toujours une loi d'exclusion de certaines catégories de la population. À partir de ce moment, ce n'est pas lorsque les gros ont commencé par être touchés par les mesures d'exclusion. Ils commencent pas à dire non, ça là, c'est... Mais tout le monde peut... Même pour être conseillé, les gens n'ont pas 100 000 ou 300 000 à aller payer. Vous imaginez? Vous imaginez? Pour ouvrir une boutique à Cotonou, mais les gens ont bien envie d'avoir une boutique, mais ils sont obligés de mettre leur étalage sur les pavés parce qu'ils n'ont pas à payer, n'est-ce pas, les frais de patente à la mairie, les frais d'impôt à la mairie. Donc, toute loi a été toujours, eh bien, une loi d'exclusion. Donc, le code, on veut amenuiser de plus en plus le chemin, on veut amenuiser, on veut raffiner les choses pour que, eh bien, et ça ne devienne pas de la plaisanterie. Donc, je compte parmi ceux qui sont éliminés, on parle déjà d'un cautionnement de 50 millions pour déposer sa candidature à la présidentielle, c'est pas ça? Oui. Mais de toi à moi, là. De toi à moi. C'est les partis. Ce sont les partis politiques désormais qui vont payer, puisqu'il y a le financement mais public c'est des ça, partis c'est ça qui politiques. renforce justement les partis politiques. Pour que le parti politique te paye pour toi, ça veut dire que le parti politique t'aurait désigné parmi tous les nombreux postulants à cette position. Et là, le parti politique paye pour toi. Quelqu'un peut bien être dans le parti, mais il a les 50 millions. Il dit, mais si vous me prenez, moi, je suis même capable à donner des milliards pour que le parti fasse campagne. Le parti dira non. L'argent ne s'imposera plus aux partis politiques ou n'imposera plus des candidats forcément aux partis politiques. C'est une évolution. C'est une évolution. Donc, pour vous, ce code est porteur d'avenir et d'espérance. Je pense qu'avec ce code, les générations futures, après nous autres, ils ne vivront plus les crises que nous avions connues et ils ne vivront plus les situations déboussolantes que les partis ont connues et ils auront, n'est-ce pas, un boulevard démocratique ouvert devant eux pour une gestion du Bénin apaisée et paisible. Quelles sont vos espérances alors pour 2026 avec ce code électoral qui régente un peu le paysage politique? Moi, je pense que nous aurons moins de candidats. Nous aurons moins de candidats. C'est une avancée aussi pour vous. Abdelkader, si tu te rappelles, je me demande si c'était en 2011 ou bien quelque chose comme ça. Vous imaginez, on avait un certain Adjovi Thierry. Trio Majesty, qui n'a rien, mais qui est parti porter sa veste et oui, a été accueilli. C'est un citoyen. Et vous dites que c'est un citoyen. Et vous dites que c'est un citoyen. Il a envie de diriger son pays. Non, tout comme si j'avais envie aussi, je me serais présenté si je remplissais les conditions aussi. Vous savez que lui-même avait le sourire. Oui, mais il remplissait aussi des conditions. Mais c'est là qu'il s'est présenté. Il ne remplit. Il peut-être avait les droits civiques. Il avait ses droits civiques. Mais il savait qu'il ne pouvait pas continuer parce que, comme je le dis, il savait qu'il était exclu lorsqu'il s'agit de déposer le cautionnement. Mais il a fait le match vu et il est venu, tout le monde dit, ça a fait rire tout le monde dans la télévision. Ça contribue à la vitalité de la démocratie. Ça a peut-être eu son intérêt parce que ça a arraché quelques sourires à nos concitoyens. Ça vous a arraché quelques sourires? Oui, j'ai souri, effectivement. Merci à vous, Epiphane Quenom. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. On parle de ce code électoral-là. Vous allez regarder droit dans votre caméra, c'est le rituel, pour vous adresser à ces étudiants, ces sympathisants, partisans qui ont même voulu suivre cet entretien sur ce code électoral. En toute sincérité, Epiphane Quenom, vous le dites, c'est une avancée, c'est une évolution. Et donc, il n'y a pas de crainte selon vous par rapport à ce code électoral? Non, je voudrais dire à mes chers étudiants... Il n'est pas taillé à la mesure de l'Union progressiste du Renouveau, ni du Bloc républicain? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, il peut arriver que l'Union progressiste, le Bloc républicain ait des difficultés avec ce code-là? Oui, bien sûr. D'abord, une loi est toujours générale. C'est de la nature humaine qu'on craigne, n'est-ce pas, les innovations. Voyez, lorsqu'il y a une innovation, il y a trois catégories de personnes
qui se présentent directement. Il y a les conservateurs, c'est eux qui veulent qu'on revienne à 5%, qu'on reste sur 10%, c'est les conservateurs. Et vous avez, en dehors des conservateurs, vous avez les novateurs, ceux qui aiment les nouveautés. Ils sont d'accord, le monde évolue. Et je pense qu'aujourd'hui, les web TV, c'est une évolution des anciennes télévisions. Je crois bien. Et on aura encore d'autres, n'est-ce pas, évolutions technologiques. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les attentistes. C'est la troisième catégorie de personnes en face des innovations. Ils disent, nous allons attendre pour voir où est-ce que ça va aller. Je veux rassurer les générations qui sont derrière nous et qui aspirent à faire de la politique, qu'ils ne connaîtront pas les difficultés que nous avons connues, les difficultés que les partis politiques ont connues. Surtout nous qui avons créé un parti politique, et vous levez un jour et tous vos militants sont partis. Ils ont été achetés, on les achète avec de l'argent comme ça, hein, et ils vont vous dire, je démissionne. Parce qu'ils ont pris de l'argent ailleurs. Nous ne connaîtrons plus ça. Nous n'aurons plus des députés à l'Assemblée nationale qui iront se vendre, qui refuseront, n'est-ce pas, la voie tracée par leur parti et se mettront sur le marché pour cueillir des pièces sonnantes et trébuchantes en lieu et place, n'est-ce pas, de l'idéologie que leur parti est venu vendre à la base et qui a permis à ce que les mandats soient accordés à leur parti politique. Je crois que l'espace politique est en train d'être amélioré, assaini et qu'il reste seulement que chacun fasse l'effort, chacun montre sa fidélité, sa loyauté, et chacun respecte, n'est-ce pas, les règlements, les textes et règlements ce que les partis ont adopté, les partis auxquels ils ont adhéré. Et je pense que, il n'y aura plus des partis qui vont vouloir faire la promotion du fils du chef, mais il y aura des partis qui feront, n'est-ce pas, la promotion des plus méritants, n'est-ce pas? Et le Bénin, ainsi ira le Bénin de mieux en mieux. Merci à vous, Epiphane Kenom, chers amis internautes de cet entretien. On retiendra que le code électoral pour Epiphane Kenom, la loi a évolué positivement pour corriger les tares qui ont été recensés, lesquels il a eu à exposer au cours de cet entretien. Pour lui, les dispositions qui sont incluses dans le nouveau code électoral sont valables tant pour la mouvance que pour l'opposition, et donc il n'y a pas de disposition taille sur mesure. Il a argumenté également dans ce sens-là. Pour lui, il faut que les partis politiques travaillent à conquérir les électeurs avec des projets de société attrayants. Pour lui, c'est un abus de langage de dire que le député est libre. Il a défendu cette opinion qu'il a eu à exposer au cours de cet entretien. Les partis ont du pain sur la planche avec ce nouveau code électoral, a-t-il laissé entendre. Et il souhaite que l'on passe aux primaires désormais, comme cela se passe aux États-Unis pour les candidatures à la candidature, pour les candidats à la candidature, autant pour moi. Et donc, il estime que ce code électoral qui a été voté est une véritable avancée et que désormais, il faut qu'on mette le cap sur des primaires comme cela se passe, je disais tantôt, aux États-Unis. Il invite également à des élections au sein des partis politiques afin que les dirigeants soient des dirigeants élus et que cela permette véritablement que les plus méritants se retrouvent au sommet des formations politiques pour une gestion non pas personnifiée, mais une gestion en toute équité. Toute loi comporte des dispositions d'exclusion, a-t-il laissé entendre également. Il a argumenté dans ce sens et en conclusion, il a tenu à marteler que ce code électoral qui a été modifié et complété est une avancée, c'est une évolution pour le Bénin. C'est ce que je vous ai résumé. Merci Abdelkader. Parfait. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes enseignant-chercheur, agro-sociologue, formateur, méthodologue, plusieurs fois élu député à l'Assemblée nationale. Vous avez été plusieurs fois président de commission au Parlement, de commission technique bien évidemment. Vous avez été superviseur général de la liste électorale permanente informatisée l'EPI. Vous avez été coordonnateur général du COS l'EPI. Vous avez été plusieurs fois membre de la commission électorale nationale autonome Sénat, ancien préfet des départements de l'Atlantique et du littoral. Merci à vous pour cet entretien. Merci à vous. Merci Abdelkader. Merci à vous, chers amis internautes. N'oubliez pas de prendre le rendez-vous du JT des JT à 19h.